Je suis né à Granby, dans les cantons de l'Est, sur la rue Papineau, c'est en plein centre, si on veut, de la ville de Granby, à peut-être 1,5 km du zoo de Granby, qui est bien connu. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans. L'été, donc les fenêtres sont ouvertes et on pouvait entendre de chez moi, de ma chambre, de notre chambre à coucher, on pouvait entendre quelques animaux rugir. Par exemple, on pouvait entendre le lion rugir ou l'éléphant, le cri de l'éléphant, ou même les loups. C'est qui est extraordinaire. Imaginez si vous habitez Montréal, que vous entendez tout à coup un lion ou un éléphant, ça serait assez étonnant. Pour nous, c'était, disons, normal, au sens où on savait qu'il y avait évidemment un jardin zoologique, mais ça a certainement habité mon imaginaire que d'entendre ces sons-là. L'autre fascination, c'est que bon, mon père a été chef de gare au Canadien national, donc il y avait une gare de train à Granby. Et de par sa fonction, nous pouvions voyager gratuitement pendant plusieurs fois par année et par train, et donc en famille. Alors, ça a été des moments extraordinaires. Mais le son du train, je pense que je suis pas le seul hein, qui est fasciné par le son, pas la cloche, mais la sirène du train et le bruit que ça fait, une espèce de tremblement dans le sol. Parce que Granby est une petite ville et le train était peut-être à la même distance que le zoo finalement, même plus près. Et donc on entendait les trains rouler, on entendait tout ce bruit de fer contre le fer. La puissance que ça évoque comme machine, donc, mais aussi la puissance d'évocation du voyage. Mais j'ai travaillé aussi au zoo de Granby, à l'époque où il y avait une section de manège. Et très jeune, moi-même, j'ai eu à opérer des machines comme ça. Donc, je donnais des tours à soit des petites voitures qu'on pouvait conduire soi-même, qui se frappaient, ou soit des roues volantes, ou des chaises volantes plutôt, ou des petits avions qui tournaient, ou un petit train miniature que je conduisais. Et souvent, il y avait même des enfants qui étaient plus vieux que moi, à qui je donnais des tours comme ça. Donc, c'était un travail d'été qui m'a permis d'être en contact avec à la fois le monde du zoo comme tel, des gens devenus de partout, mais aussi tout le travail du jeu et de la mécanique des choses. À Granby, il y avait un petit aéroport et on allait souvent à bicyclette pour voir les avions, pour voir voler les avions. Et cette passion-là, ben, elle m'a poursuivi, si on veut, et pour ce qui est de l'aviation, en tout cas, j'ai obtenu, il y a très peu de temps, donc beaucoup plus tard, une licence de pilote, donc je peux piloter de petits avions. Chez nous, à Granby, il n'y avait pas d'instrument de musique comme tel. Le premier instrument qui est rentré dans la famille, c'est une guitare que mes deux frères et ma sœur ont acheté, mais c'est moi qui l'ai tout de suite prise dans mes bras et j'ai tout de suite, je me suis mis à jouer une musique que je venais juste d'entendre à la radio, qui était une musique du chansonnier, compositeur Claude Léveillé, qui s'appelle Frédéric, qui est une chanson très très connue des Québécois. Alors c'est un coup de foudre que j'ai eu quand j'avais 15 ans à ce moment-là. Donc ça a été le début, c'est ça, de cette belle et grande aventure.
Le coup de foudre dont je parlais pour la guitare quand j'ai eu 15 ans, ça a été vraiment une espèce de mouvement de boulimie. J'ai voulu apprendre ce qui se cachait derrière la musique. Je voulais comprendre comment la musique fonctionne. Une année plus tard, j'ai donné un récital de musique classique sur la guitare. Donc, j'avais appris par moi-même d'abord à lire la musique aussi, la technique de la main droite, main gauche, etc., sur une guitare classique. J'étais possédé carrément par la musique, par l'instrument, et l'instrument je devenais l'instrument, et je travaillais des heures par jour, je ne comptais jamais les heures, je ne faisais presque que ça pendant une année de temps. Donc, ça a été pour moi magnifique, mais c'est comme si j'avais été trempé, comme, je sais pas moi, Obélix dans la potion, ou je sais pas quoi j'ai été complètement séduit, emporté par la musique, par cet instrument-là. Alors, je me suis mis à fouiller davantage pour trouver du répertoire. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai compris, je pense, que ça pouvait aller beaucoup plus loin. J'ai découvert qu'il y avait un continent, il y avait des planètes et des planètes musicales extraordinaires qui venaient de d'autres compositeurs. Et c'est ça qui m'a attiré. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille étudier la musique pour comprendre davantage quelle est cette musique-là qui me fascine et qui m'attire. Qu'est-ce qui est caché derrière cette musique-là? Donc, tout comme pour la mécanique des choses, j'ai toujours aimé les moteurs ou tout ce qui est d'ordre mécanique ou même mécanique céleste. Les mouvements des lois physiques et tout ça. Tout comme pour ça, j'avais besoin de comprendre mais comment fonctionne la musique. À l'école de musique Vincent Dindy, j'ai essentiellement suivi des cours en musicologie parce que je m'étais aperçu que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur la musique. Et en même temps, je composais un peu grâce à une religieuse du nom de Renée Jacques qui était très ouverte et qui s'intéressait beaucoup à la création. Mais ce n'est qu'à l'Université de Montréal, à la faculté de musique, où j'ai étudié avec André Prévost et Serge Garand. Et ces deux professeurs-là m'ont beaucoup appris et d'être confronté justement aux idées et aux forces des autres, à nos propres faiblesses et nos propres forces et les faiblesses des autres. Et ça a été très enrichissant pour ma culture musicale comme telle et mon cheminement comme compositeur. À mon arrivée à Montréal, bien sûr, dans mes cours, des cours de musique, j'ai rencontré une jeune chanteuse à l'époque, à Vincent Dindy, Marie-Danielle Parent, qui est devenue mon épouse. Et pour moi, ça a été très important parce que nous avons grandi ensemble musicalement. Tout de suite, il y a eu un échange musical extraordinaire et on a commencé tout de suite à faire de la musique ensemble. On faisait un duo, on s'était dit, mon Dieu, on pouvait vivre de ça. Alors, il y a eu des projets de perspective jeunesse et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à faire de la musique ensemble. Tous les étés, autant dans les foyers que les hôpitaux pour enfants. En 1980, j'ai terminé ma maîtrise en composition avec Serge Garand. Et au même moment, Marie-Danielle gagnait le prix d'Europe qui lui permettait d'aller étudier à l'extérieur du pays. Et elle a choisi d'aller étudier à New York. Donc, je l'ai suivie. Donc, on s'est installé à New York pendant 9 mois. Et là, je me suis mis évidemment à composer. Alors, ce qui m'avait tellement marqué, c'est que pendant que moi j'étais au cours pour tout ça, lui composait. Et un soir, je suis revenue, puis là, il était vraiment dans une déception. Puis il arrive avec la partition, il me dit « Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas ça. » Puis là, il se met à déchirer la partition. J'étais comme dans tous mes états, mais Denis, combien de temps t'as mis là-dessus? Puis c'était pas ça. Et là, je me suis mis à écrire très rapidement une pièce qui s'appelle « Voix intimes » et qui était donc une sorte de, peut-être, journal intime, si on veut, de ce que je ressentais à l'époque. Et pour moi, donc, ça a été une sorte d'affranchissement et
découverte de ma propre personnalité. Je dirais que Voix intimes, cette œuvre qui part aussi, c'est pour deux voix. Il a écrit ça pour ma sœur Yolande et moi. Et c'est ça, dès le départ, tu dois embarquer. Donc, il parle toujours de voyage, il parle toujours d'aventure, mais cette pièce-là est aussi évidente. Kai, 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 ça part avec vraiment des syllabes comme ça, mais ça a une essence. C'est porteur, cette musique. Alors, je dirais qu'à ce moment-là, je dirais que là, Denis a pris sa place comme compositeur. Vraiment. La composition, c'est 10 d'inspiration et 90 de transpiration. On peut avoir une idée comme ça, mais s'il n'y a pas le travail derrière, ça ne donne rien. Pour moi, l'exemple le plus extraordinaire, eh bien, il vient de Mozart. On lui dit, mais vous, Monsieur Mozart, c'est tellement facile. Vous vous asseyez, vous écrivez, vous composez, tout ça. Mais il disait non, il dit justement, il dit, si vous saviez combien je travaille dans ma tête. Donc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de magie. C'est essentiellement donc du travail. On peut avoir de bonnes idées, mais encore faut-il bien les travailler, les développer pour que ça devienne une œuvre musicale intéressante. Je compose dans ma tête. Je compose énormément, je construis dans ma tête. J'entends des sons, j'ai des idées musicales qui me viennent. Ça vient d'abord dans la tête. Et ensuite, j'aime bien me mettre dans mon bureau. J'ai l'ordinateur, j'ai un petit clavier numérique, mais il y a aussi un piano dans notre petit salon où j'aime bien travailler. La composition musicale peut s'apparenter à une construction de blocs ou de jeux de Lego, si on veut. Parce que la composition part de plusieurs éléments qu'il faut combiner. Il y a déjà une construction dans l'accord lui-même, il y a une construction dans le rythme, dans l'organisation du temps, des durées, tout ça. Et il y a une organisation au plan des couleurs. Donc, est-ce que c'est pour un seul instrument, 2, 3, 10, 50 instruments différents? Donc des jeux d'orchestration qu'on appelle. Donc dans ce sens-là, c'est un peu comme organiser des blocs, les uns sur les autres ou les uns à côté des autres, et qui vont se dérouler dans le temps. C'est un jeu parce que c'est vraiment, au moment où on le fait, c'est de choisir quels sont les éléments qu'on veut associer ensemble et qui, pour nous donnent le plus de plaisir. En musique, on a une idée, on écrit pour certains instruments, on va lui construire cette idée-là au plan rythmique, on va la faire bouger dans le temps. Un avion, c'est un peu la même chose. On a une structure, on a des ailes pour la portance, pour que l'avion puisse s'envoler, mais on doit le piloter et donc lui donner une direction, toujours. Et on est toujours maître de l'avion. Il n'y a personne d'autre que soi qui pilote l'avion. Mais en même temps, il y a ce plaisir justement d'être toujours vigilant et on est absorbé complètement. Tout comme en musique, quand on compose, on est absorbé complètement par son idée et on essaie de faire voler une musique. On essaie de lui donner de l'espace. La musique va se déplacer, elle décolle, elle vole et la musique va finir par atterrir à la fin, puis espérons-le, avoir touché le cœur des gens. Pour lui, une de ses premières préoccupations,
qui suit immédiatement la production de l'artefact qui est la composition musicale, c'est la gratification de l'interprète. Il est très conscient que c'est l'interprète qui est porteur du message. Le métier de compositeur est un travail effectivement solitaire, c'est-à-dire que je ne compose pas en équipe. Je compose seul, beaucoup dans ma tête, que ce soit la nuit, le soir en m'endormant ou pendant la journée. Même si on est seul, on est habité par les interprètes pour qui on écrit. Je vous donne un exemple qui pour moi a été important. Il y en a plusieurs, mais quand j'ai écrit une pièce qui s'appelle « À l'aventure », qui est une grande pièce d'orchestre, bien, je l'écrivais sachant que c'était Voltaire Boudreau qui dirigerait. Et donc, je pensais à sa formidable énergie d'être humain, de chef d'orchestre, d'artiste et tout ça. Et ça m'inspire parce que j'ai écrit des choses qui étaient plus difficiles techniquement, mais sachant qu'il y avait une sorte de défi que je lui donnais, que je lui transmettais. Dans les Fables de La Fontaine, c'est un spectacle qui a été conçu à l'origine par Catherine Perrin, claveciniste et comédienne et animatrice, et l'ensemble I Musici de Montréal. Cette création donc, a été faite autour des Fables de La Fontaine. Donc certaines fables sont dites à la fois par donc, la musique, la narratrice, le clavecin et les cordes. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Et quelquefois, donc, il y a deux fables qui sont dites seulement par la musique. Et donc ça, c'était un défi pour moi, de dire musicalement, et donc de faire participer tout l'orchestre et le clavecin, mais sans la voix parlée. Alors, c'est un amalgame de toutes ces contraintes-là, si on veut, mais en même temps de toutes ces possibilités musicales qui me fascinaient dans le travail avec tous ces interprètes. Avec Catherine, j'ai travaillé dès le début, vraiment en amont, au tout début, sur le choix des fables, sur la place qu'elle allait occuper dans les fables comme telles, donc le rôle, si on veut, du clavecin, le rôle de l'instrumentiste qu'elle est, mais aussi sur la construction générale, parce qu'une œuvre qui est construite à partir de différents mouvements comme ça, doit être justement bien construite dans l'assemblage des fables, donc de donner un rythme général à l'ensemble de l'œuvre et donc de capter toujours l'intérêt des auditeurs et des spectateurs dans ce cas-ci aussi. Avec Gilles Vigneault, donc j'ai composé la musique sur un texte original, Le piano muet. C'est un conte. On s'est rencontrés, en fait, c'était en 1994. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que je voulais travailler sur un conte original et non pas sur quelque chose qu'il avait déjà fait. Je suis allé chez lui, chez Gilles Vigneault. Puis on a parlé de musique. Il me jouait des choses où il siffle, parce qu'il siffle beaucoup. Donc, il sifflait des airs de Bach. Puis il jouait un petit peu au piano. Puis, donc, on parlait de ce qu'on aimait musicalement et tout. Et donc, il a joué les jeux. Donc, il a fait ça. Il a écrit ce conte-là. Et dans lequel, donc, la musique est importante. Donc, dans lequel il y a des instruments. Donc, il y a le piano,
qui est muet dans le titre seulement, mais qui va devenir, qu'on va entendre. Mais il y a aussi l'accordéon et il y a la flûte. Donc, il y a déjà des instruments dans la construction même du conte. Et le grand-père, un des personnages, a été pianiste ou jouait de l'accordéon, il était musicien. Et donc, il y a tous ces points de contact avec le monde de la musique, mais il y a aussi, c'est surtout, je pense, dans le conte, pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront, il y a la notion de la transmission de l'héritage du grand-père vers le petit-fils. Donc l'héritage musical, de l'héritage de la culture, finalement. Il n'y a pas de concession qui est faite sur la qualité ou sur la pertinence ou la force de la musique parce que c'est un public d'enfants. Si je vous donne l'exemple du piano muet, bien, le piano muet, c'est une musique qui est très accessible, c'est une musique tonale ou modale, tout ça, très accessible, mais encore fallait-il trouver le ton juste pour le public. Mais c'est un public de tous âges. Donc, on ne peut pas dire « je vais faire plaisir à telle personne » parce qu'on va manquer toutes les autres personnes. Donc, on ne peut pas. D'abord et avant tout, on se fait plaisir à soi-même. Quand j'assiste à la première d'une de mes œuvres, oui, j'ai un track normal, mais qui n'est pas le track de... Comment dire? J'ai une confiance entière dans les interprètes. J'ai une confiance entière. Donc, ce sont eux qui portent la musique. Et quand une musique est rejouée comme ça, souvent, comme ça arrive pour beaucoup de mes pièces, ben, c'est comme si elle ne m'appartenait plus, au fond. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'imaginaire, ou pas juste l'imaginaire, dans la réalité musicale autour de moi, des gens qui prennent une de mes musiques, qui la jouent à l'autre bout du monde. C'est formidable. C'est formidable. Je ne suis pas là, mais je sais que l'énergie particulière de cette musique-là a encore une incidence, marque les esprits. C'est comme si nos musiques, en tout cas ma musique à moi, chaque musique avait son propre petit message ou sa propre vie comme ça qui vient toucher le cœur des gens ou l'intelligence des gens, en tout cas j'espère. Denis est très sensible et c'est un des compositeurs que je connais qui a manifesté tout au long de sa carrière cette préoccupation essentielle de faire en sorte que l'interprète soit gratifié par la musique et ce faisant par la bande, de toute évidence, le porteur du message étant heureux de porter le message, eh bien ce message-là passera beaucoup plus facilement la rampe.